Kedi, comment vous Je portez, vous en c'est que prie. vous êtes très occupé, hein, ça c'est clair. Alors vous avez accepté donc de participer donc à cette émission. Encore une fois, merci beaucoup, docteur Eric Kedi. La Côte d'Ivoire fête aujourd'hui donc ses 65 ans. Voilà, docteur Eric Kedi. Quel est vraiment, j'allais dire, le souvenir que vous avez au moins des indépendances, de la fête des indépendances que nous avons vues dans le passé, et puis ce que nous voyons maintenant, et puis un bilan de façon ramassée donc des 65 ans d'indépendance. Merci, frère Jacques Roger. Oui, effectivement, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire célèbre ce que j'appelle la fête nationale pour nuancer un tout petit peu avec la question d'indépendance, de souveraineté que nous avons vu ces dernières années un peu sabotée ou alors qui peut-être même n'existe pas. Mais toujours est-il qu'il y a cette fête nationale. Quels sont les souvenirs que je garde? Déjà à l'école primaire, quand on a vu ce drapeau ivoirien là, monter en lieu et place du drapeau français qui a été descendu, ça nous a donné déjà, vous pouvez comprendre, cet espoir et puis ce sentiment d'appartenance à un territoire, mais aussi à une nation. Tout au long du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, donc il faut peut-être aussi changer dans tous les cas. Mais je me rappelle bien de cet événement-là et j'ai vu, on se rappelle bien le défilé militaire qui nous passionnait, le défilé des couches sociales professionnelles en Côte d'Ivoire, le défilé des femmes de l'AFI. Mais je me rappelle aussi ce jour-là, en 1980, l'incident qui s'est produit, qui a fait qu'il y a eu un cocktail Molotov, je crois qu'on dit, qui avait été lancé, qui a amené les forces de sécurité et de défense en ce moment-là et la garde rapprochée du président Oufo-Boigny en ce moment, garder le président l'a mené et depuis lors, en ce moment-là, je pense que jusqu'à peut-être la fin des jours du président Oufo-Boigny, il n'y a plus eu de manifestation de grande envergure comme on l'a vu. Mais je me rappelle aussi, sans avoir, non, là je l'ai vu, une des fêtes d'indépendance quand j'étais encore à l'école primaire, lorsque des différentes contrées, des différents villages, les gens se retrouvaient soit à la sous-préfecture pour le défilé. On voyait nos mamans, nos tantes et autres, tout ça. Mon père, qui était un des cadres du village, avait organisé tout cela et donc j'ai bien et bien assisté à toutes ces choses. Et je pense que Jacques Roger, en se rappelant toutes ces choses-là, c'est l'esprit que ça nous a forgé, c'est ce que ça a renforcé dans ce que nous avons appris sur les bancs à l'école primaire pour nous donner ce sentiment national. Bien entendu, en parlant de cette fête nationale, je voudrais dire que, ajouter que toutes ces choses-là ont ajouté aussi à des moments de gloire, à des moments de fédération, à des moments d'ensemble, à des moments de réunion. Je me rappelle quand, lorsque la Côte d'Ivoire a remporté pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations de football, c'était en 1992, vous avez vu cette ferveur que les Ivoiriens ont célébré. Donc, je veux dire qu'à chaque étape, il y a eu pour nous quand même, depuis l'école primaire jusqu'aux nos années de lycée et même d'université, différents événements autour de la célébration de cette fête nationale, comme je l'appelle, qui ont vraiment. Malheureusement, pour terminer sur cette question, Jacques Roger, très rapidement, comme vous le dites, à 65 ans aujourd'hui, c'est l'heure de tirer le bilan. Premièrement, je suis de ceux qui pensent que, et je prends cette idée-là de feu, euh, l'historien qui est resté en exil, euh, oh là là, son nom va déjà m'échapper, mais en tout cas détenu ébrié qui est décédé il y a environ 2 ans, qui disait ceci que l'idée selon laquelle la nation ivoirienne est abattie est un peu caduque et un peu fausse. Je pense pour ma part que l'idée, c'est que la nation ivoirienne est à consolider. Parce que si la nation ivoirienne n'existait pas, la question que Wanji Christophe voilà, posait est celle-ci, à quel titre est-ce que le président Oufo-Boigny avait prononcé le discours qu'il a présenté à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en ce moment-là, à quel titre c'est que ce jeune colonel de l'armée ivoirienne, qui était en ce moment-là le général Gaston Ouassena Koné à son âme, a descendu le drapeau français pour faire monter le drapeau ivoirien. À quel titre
les Marie Corée et autres, tout ça là, se sont donc telles battu ces femmes-là pour faire libérer leur mari de la prison, alors qu'elles étaient de différents groupes ethniques, etc., etc. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui déjà aujourd'hui permettent à cette nation ivoirienne-là de se consolider. Ça, c'est la première leçon que je tire. La deuxième chose, nous avons perdu beaucoup. Les événements qui se sont suivis après, surtout à partir de 1990, lorsque la Côte d'Ivoire a fait la transition vers le multipartisme et le retour à ce qu'on a appelé le réveil de la démocratie, nous avons vu que la stabilité du pays est partie d'abord décrescendo pour arriver vraiment et toucher les fonds vraiment abyssimaux. Aujourd'hui, nous avons un pays qui est encore en train de se chercher à cause de véritables cassures que nous avons connues. L'une d'elles est le coup d'État de 1999, pardon. La deuxième cassure, c'est la période de la rébellion. La troisième cassure que je veux citer, c'est la crise post-électorale de 2010-2011. Et puis peut-être la quatrième cassure, c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister en ce moment. Est-ce que cela permet à la Côte d'Ivoire de s'exprimer comme une nation souveraine? C'est une grande question d'interrogation. Aujourd'hui, moi, je voulais appeler les Ivoiriens à regarder cette fête comme une fête nationale et une fête qui vient nous appeler à nous remémorer ces grands aspects de notre pays. Voilà, merci beaucoup, docteur Eric Eddy. Hein. On va directement, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est donc Bring Back, disons, notre émission Jacques Roger Show, surtout Bring the Ivorian Dream Back Again. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est Côte d'Ivoire, donc du coup d'État donc, rampant de 2002, vous en avez parlé tout à l'heure, aux 4 mandats contestés de 2025, une démocratie en otage, donc, si vous allez dire, donc, de sa propre histoire. Ça, c'était une très bonne question. Donc, chers auditeurs, j'allais dire bonjour et bienvenue donc à notre émission Beat Back, Bring the Ivorian Dream Back Again. Je crois qu'une fois, on aura la possibilité de demander au docteur Ikedi ce qu'il pense réellement du titre de l'émission. Aujourd'hui, nous abordons donc un thème brûlant, voilà, lourd donc de mémoire et porteur donc d'espoir. La Côte d'Ivoire est-elle encore prisonnière, j'allais dire, de son passé? Grand point d'interrogation. Depuis donc la rébellion donc, armée de 2002, le pays a ensemble donc navigué entre conflits, illusions et paix, dérives autoritaires et élections contestées. Alors que certains parlent d'un procès possible pour juger enfin donc les faits de 2002, d'autres dénoncent donc un procès donc sélectif qui n'ose pas donc nommer voilà donc les vrais commanditaires. Et en toile de fond, un 4e mandat présidentiel controversé de 2025 qui relance toute inquiétude sur l'état réel de notre démocratie. Donc, pour décrypter tout cela, ladies and gentlemen, nous recevons donc aujourd'hui le docteur Eric Eddy, intellectuel engagé, président donc du CACI, Comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Il est donc avec nous pour révisiter donc l'histoire, comprendre donc le présent et donc dessiner donc les lignes donc de force, voilà, d'un avenir républicain que nous tous nous demandons. Alors, nous allons aller rapidement avec le premier thème, puisqu'on n'a pas suffisamment de temps. On va faire un retour donc, sur la rébellion de 2002, fait acteur, j'allais dire, et puis objectif donc réel de cette rébellion. Alors, la première question que nous allons poser au docteur Ekedi, docteur Ekedi, selon vous, que s'est-il réellement bon passé donc, à la nuit, j'allais dire de la nuit donc, du 18 au 19 septembre 2002? Que doit-on donc, j'allais dire, rappeler donc, aux jeunes générations? Merci, Jacques Roger. Nous sommes en août 2025. Yeah. Il faut bien se rappeler que à ce moment-là, en 2002, il y a eu dans cette période donc, de fragilité politique une rencontre qui s'est tenue à Yamoussoukro, ce qui avait été appelé la rencontre des grands, des 4 grands. Et à cette rencontre, le président Laurent Gbagbo, en ce moment-là, qui a gagné les élections de 2000 face au général Gueye Robert, il y avait le général Gueye Robert lui-même, il y avait M. Assad Draman Ouattara, il y avait feu M. Henri Konan Bédier, qui a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 jusqu'au coup d'État de 1999. Cette rencontre avait suscité beaucoup d'espoir quant à une réelle résolution de la crise, notamment du fait qu'il y a eu encore ce qu'on a appelé la période donc, de la réconciliation ou bien du Forum national de la réconciliation. Les espoirs suscités
ce jour-là. Par cette rencontre, se sont avérés, j'allais dire éphémères, puisque le 19 septembre, il y a eu ce que tout le monde s'accorde à appeler la grande cassure, quel que soit le côté où on se trouve, et que par côté, je veux dire, qu'on se soit mis comme un supporter de la rébellion, qu'on se soit mis comme un supporter donc, du régime du président Henri Konan Bédié, ou bien même qu'on soit venu, ou bien en support à d'autres partis politiques. Jacques Roger, le 19 septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Et je lis ceci d'extrait du film intitulé La victoire au menu de Sidiki Bakaba. Et ça dit ceci. Jeudi 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire se réveille dans la douleur et la désolation. Le camp de la gendarmerie nationale d'Agban, les écoles nationales de la gendarmerie et de la police, mais aussi les domiciles des personnalités militaires et politiques sont attaqués simultanément à l'arme lourde. À Bouaké, des officiers et des sous-officiers sont exécutés. Au total, 270 personnes, militaires et civiles, périssent dans l'attaque et 300 autres sont blessés. Nous découvrons que les zinzins et les baïfouets, dits les fous et les sorciers en langue baoulée, soldats qui avaient été libérés à la fin de leur service militaire, sont entrés en rébellion suite au refus de leur revendication d'être engagés au sein de l'armée nationale. Ils serviront de prétexte au déclenchement du conflit. Les armes utilisées, l'identité des assaillants, tout indique qu'il s'agit bel et bien d'une opération savamment orchestrée et conduite par d'anciens officiers et sous-officiers qui ont déserté l'armée nationale de Côte d'Ivoire et qui se sont appuyés sur des mercenaires recrutés dans la sous-région pour déstabiliser la République. Je lis là un extrait donc du film La victoire au menu de Sidiki Bakaba qui donne une idée de ce qui s'est passé ce 19 septembre 2002. Bien entendu, on ne va pas rentrer dans cette période de douleur parce que nous savons qu'aux premières heures donc, de ce matin, en découvrant ce qui s'est passé, il s'agit de plusieurs personnes qui ont péri la vie. Qui ont perdu pardon, la vie, qui ont péri. On se rappelle le ministre de l'Intérieur, Bougaoud Doudou, qui est mort, qui était dans le gouvernement. Le général Gueye Robert, que j'ai cité tout à l'heure, a perdu la vie. Bien d'autres personnes, y compris l'artiste Marcelin Yassé, et dont la mort dans ces circonstances-là a peut-être le plus frappé la conscience des Ivoiriens. Jacques Roger, voilà ce qui s'est passé et qui a ouvert les yeux peut-être dans cette confusion. Moi, je me rappelle, puisqu'il s'agit donc de ce rappel-là, que à la veille, nous étions à Philadelphie en train de remobiliser, si vous voulez, les Ivoiriens pour se remettre ensemble lorsque, au petit matin, j'ai reçu ce coup de fil-là de Bamba Frank Mamadou, qui était en poste à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour dire, bon, ben, voilà la situation et voilà ce qui se passe. Enseignant, donc, comment je vais dire, à Temple University, j'ai dû très tôt le matin avertir mon directeur du département que je ne pourrais pas donner les cours. Mais Jacques, je sais le nombre d'Ivoiriens qui ont pleuré ce jour parce que c'est comme si nous savions que la Côte d'Ivoire venait de s'engouffrer dans une situation chaotique et difficile. Voilà ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses que les jeunes et nos enfants nés après et dans cette période-là doivent pouvoir savoir, il y a un nombre incalculable de livres qui ont été écrits. Il s'agit pour eux de pouvoir s'y appuyer et de pouvoir le lire. Voilà, les lire, pardon, pour comprendre encore une fois ce qui s'est passé. Il y a plusieurs documentaires aussi sur cette situation. Jacques, voilà ce qui s'est passé dans cette nuit du 19 septembre et qui a donné lieu à une dizaine d'années de fracture de la Côte d'Ivoire, d'occupation du nord de la Côte d'Ivoire depuis Korogo jusque, je crois, Dimbokro, comme on le dit, et la partie sud dans un autre axe de Dimbokro jusqu'au sud, contrôlé par le gouvernement du président Henri Konan et, pardon, du président Laurent Gbagbo. À l'époque, donc, on évoquait donc des revendications liées à l'ivoirité, à la nationalité, à l'accès donc à l'armée. Est-ce une rébellion, j'allais dire, justice, ou selon vous, un coup d'État camouflé? Ben, c'est tout ça ensemble, hein. Vous savez, même si c'est un coup d'État camouflé, comme partout ailleurs où les régimes militaires sont intervenus, que ce soit au Nigeria, au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, là où il y a eu des régimes militaires, il y a eu l'éruption donc des armes en armes dans l'arène politique, il y a toujours eu des arguments qui ont été avancés. Et généralement, comme le dit John Baptiste Ascenso dans un de ses livres que j'ai derrière moi ici, c'est toujours l'évocation de l'échec
des pouvoirs civils à non seulement instaurer la démocratie, mais à assurer aussi le développement et le bien-être des populations. Voilà les arguments qui ont été avancés. Dans le cas de la rébellion en Côte d'Ivoire, oui, beaucoup de choses ont été dites. L'exclusion ethnique dont on a parlé, le fait que le nord de la Côte d'Ivoire aurait été marginalisé depuis les années 60, arguments d'ailleurs qui ont été battus en brèche. Les questions, par exemple, sur la possession de la terre, les questions sur le fait qu'un certain nombre de personnes nées en Côte d'Ivoire au moment de l'indépendance n'avaient pas exercé leur droit donc, de nationalité et qui étaient donc spoliés de cette nationalité. On a même entendu des gens parler d'une crise identitaire, malheureusement avec ce cinéaste ou bien je ne sais pas quoi belge qui a sorti un film, hein, Côte d'Ivoire poudrier identitaire. On a parlé et évoqué aussi la question donc des dissensions entre un certain nord musulman et un certain sud chrétien, donc des questions religieuses. On a même entendu des leaders de la rébellion en ce moment dire qu'il leur était impossible de porter un boubou en Côte d'Ivoire. Et vous savez, tout cela est arrivé dans une période aussi où, entre 1990 et 1993 et même au-delà, il y a eu la question de l'interprétation peut-être diverse de ce qu'on a appelé le concept de l'ivoirité, la question de la carte de séjour qui était en fait une politique gouvernementale pour engranger des sous, peut-être régler la question donc de l'immigration en Côte d'Ivoire, mais qui a ouvert la porte à beaucoup d'injustices, d'incompréhension. Donc, Jacques Roger, c'est toutes ces choses-là qui ont prévalu. Et comme je le dis, une rébellion peut, ou bien un coup d'État, clairement, ce dont il s'agissait le 19 septembre 2002, c'était de changer la nature du régime en Côte d'Ivoire. Il s'agissait de prendre le pouvoir par les armes contre le régime qui venait de s'installer, celui du président Laurent Gbagbo, qui a gagné les élections de 2000 dans les conditions aussi que nous connaissions, une élection qui avait été organisée de façon aussi difficile. Donc, si je vous comprends bien, docteur Rekedi, hein, donc le véritable objectif de ceux qui ont pris donc, les armes aujourd'hui, c'était donc de changer donc, le régime actuellement. C'est ça. Si, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Si ça, c'est clair. Vous savez, pour nous qui avons fait un peu de, pas un peu, hein, qui avons fait du syndicalisme, il y a les objectifs clairs qu'on veut atteindre, mais il y a aussi les petites victoires qu'on veut gagner pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Quand vous regardez tout le cheminement et tout ce qui devait être fait, on a parlé de la question comment on appelle ça, de la nationalité d'un certain nombre de personnes, encore une fois, qui n'avaient pas pu exercer leur droit de nationalité en Côte d'Ivoire à cause du changement de ce qu'on a appelé le droit de sol ou bien le droit de sang. Vous vous rappelez qu'en 2004 et en 2004, deux décrets ont été pris pour régulariser cette situation. Ça n'a pas mis fin au conflit. Vous vous rappelez de tous les accords, de toutes les démarches, de tous les sommets, à partir du Togo d'ailleurs, même sous l'égide de feu le président Yassine Yadema. Ensuite, on s'est déporté à Clébert, on s'est déporté à Marcoussi. Mais une fois à Clébert et à Marcoussi, qu'est-ce qu'on a découvert? Un nouveau Premier ministre, qui n'était plus le Premier ministre du président Laurent Gbagbo Afingessa, mais c'est plutôt tout un autre régime qu'on a mis et installé au pouvoir. Vous avez même vu cette cacophonie à la tête de l'État de Côte d'Ivoire lorsque feu le Premier ministre Charles Konabani était là, des décisions prises par le président Laurent Gbagbo étaient remises en cause. Vous avez entendu parler de comment est-ce que des gens se retrouvaient dans un gouvernement sous le riz du président Laurent Gbagbo, mais venus de toutes parts à cause des accords de Marcoussi et Kléber, comme on dit, mais qui prenaient leurs ordres de leur chapelle politique respective. Donc, la véritable chose qui s'est produite, c'est qu'il fallait changer la nature du régime. Ça a pris longtemps que ça devait prendre jusqu'à aboutir finalement en 2010 avec l'élection que nous avons vue. Et puis, à la suite de l'élection aussi, on a vu véritablement l'entrée en guerre de la France, malheureusement, pour finaliser ce changement de régime qu'on voulait avoir en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut parler donc d'un agenda politique préparé de longue date, dont j'allais dire, dès les années 1990, et selon vous, par qui?
Non, ce n'est pas fortuit. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se recoupent aujourd'hui avec du recul. C'est la raison pour laquelle Jacques Roger, je l'ai dit, c'est le professeur Madou Coulibaly qui avait prononcé ce terme-là une fois. Il est important de faire l'autopsie de la crise ivoirienne, de cette grave crise, de cette grave cassure-là. Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas véritablement fait l'autopsie de cette grave crise-là qu'aujourd'hui nous serons là encore en train de faire des atermoiements. Si vous interrogez quelqu'un d'autre qui en ce moment-là et jusqu'à aujourd'hui était en parfaite symbiose et est toujours en parfaite symbiose avec la rébellion qui a eu lieu, vous allez voir que les arguments qui sont développés seront vraiment limpides et en faveur donc de cette rébellion en disant que bon, les gens avaient été exclus. Jusqu'aujourd'hui, vous avez encore des gens qui trouvent que le fait d'exclure certaines personnes de l'élection présidentielle qui va avoir lieu en 2005 n'a rien à voir avec ce qui a été fait, par exemple, en 2000, lorsque Tia Kone, président de la Cour suprême à ce moment-là, je pense, avait décidé de l'élimination de M. Alassane Draman Ouattara de l'élection de 2000. On va vous dire que non, là-bas, c'était une seule personne qui a pris la décision. Ici, c'est à l'issue d'un procès. Vous voyez, il y a tout un langage. Et tout ça, là, c'est parce que la Côte d'Ivoire n'est pas rentrée dans une phase véritable de transition pendant laquelle des hommes forts auraient pu amener les Ivoiriens au travers de tout ce que vous pouvez imaginer à parler de ce qui nous a amené là où ce qui nous a amené et d'être d'accord sur le fait que cette rébellion effectivement a été préparée depuis longtemps. D'ailleurs, il y a eu une succession de coups d'État. Déjà à la mort du président Houphouët-Boigny en 1993, vous avez vu qu'il y avait déjà eu une tentative de coup d'État, de violation de la Constitution, alors que c'est le président Henri Konan Bédié, fait le président Henri Konan Bédié, en ce moment la présidente de l'Assemblée nationale, qui devait prendre le pouvoir, mais on est tous d'accord de ce qui s'est passé en ce moment-là. Vous avez même vu que lorsque lui-même il était au pouvoir, en 1999, il y a eu un coup d'État. Ce coup d'État a permis de faire quoi? De changer la nature du régime. C'est le général Guéhi Robert qui a pris le pouvoir. Le général Guéhi Robert lui-même a fait face à plusieurs tentatives aussi. On a parlé de complot de cheval blanc, je pense. On a parlé de tels complots jusqu'à ce qu'on en arrive à l'élection présidentielle d'octobre 2000. Le général Guéhi Robert a tenté aussi de braquer, encore une fois. Donc, vous comprenez que juste après, quand le président Laurent Gbagbo lui-même prend le pouvoir, il y a eu des séries de tentatives de coup d'État qui ont échoué jusqu'à ce qu'on ait l'épisode de 19 septembre 2002. Donc, Jacques Roger, tout cela pour dire que effectivement, et je le pense, qu'il y a eu ce plan-là qui a été mis de longue haleine et préparé. Tous les acteurs de la rébellion, que ce soit les IB qui ne sont plus sur cette terre, Soro Guillaume lui-même et autres, tout ça, dans leur dit, il faut s'asseoir et recouper et nous comprendrons que c'est un travail qui a été planifié de très longue date. Alors, dans ces conditions, docteur Eric Eddy, peut-on donc analyser donc, cette rébellion sans évoquer donc, le rôle du RDR à l'époque et ses alliés? On se souvient du ministre Issé Bakongo qui avait dit que les militants du RDR et des Nordistes avaient raison donc, de suivre donc, la rébellion. Voilà. Est-ce que, donc la question, est-ce qu'on peut analyser sans parler du RDR? Ils en sont les plus gros bénéficiaires, à tout bout de champ. Les points de vue exprimés par les différentes factions rebelles, le MJP, hein, le MPIGO et le MPCI, qui était, si vous voulez, le plus grand cheval de bataille, tous les points qu'ils ont exprimés, toutes les revendications que ces organisations-là ont posées sur la table, ces organisations qui ont conduit la rébellion, ressemblaient trait pour trait aux revendications donc, du RDR, comme vous le dites. Ensuite, qui a été le plus gros bénéficiaire? C'est le RDR. Donc, il y a beaucoup d'indices et beaucoup d'éléments pour effectivement parler de l'implication. Mais Jacques Roger, soyons un peu plus courageux. Ici même aux États-Unis, dans la diaspora, nous savons comment est-ce que nos amis, nos frères, nos compatriotes qui étaient en soutien donc à cette rébellion-là se sont activés, qui, du point de vue des cotisations, qui, du point de vue des rencontres diplomatiques avec les décideurs américains, comme vous voulez, pour appuyer cette rébellion. Ça, ce sont des faits que nous avons vécus sans être en Côte d'Ivoire. Ici, puisque la Côte d'Ivoire, ce n'est pas simplement les 322 462 km², c'est aussi la Côte d'Ivoire à l'extérieur.
voyez? Donc, on a vu toutes ces choses. Comme nous voulons être dans une mouvance donc tendant vers la réconciliation, aujourd'hui, en cette fête nationale, nous pouvons taire peut-être certains noms, mais nous savons ce qui s'est passé. Donc, le plus gros bénéficiaire de cette rébellion, c'est effectivement le RDR, comme vous le dites, et ça se voit aujourd'hui. C'est ce régime-là qui est au pouvoir. On entend même des leaders de la rébellion, notamment Sorogumdi, ou bien ses partisans, qui sont au pouvoir aujourd'hui grâce au combat de Sorogum. S'ils n'avaient pas des accointances dès le départ, je crois qu'ils n'en seront pas arrivés là où ils sont arrivés. Merci beaucoup, docteur Eric Eddy. Je crois que nous allons réellement parler du sujet réel même de notre émission aujourd'hui. Donc, c'est le souhait d'un véritable procès, justice ou, j'allais dire, manipulation. Voilà. Donc, cela va nous amener à vous appeler, donc, à vous poser donc la première question. Aujourd'hui, donc, plus donc, de 22 ans après donc, les faits, certains donc appellent à un procès donc, de la rébellion de 2002. Partagez-vous cette nécessité, j'allais dire, historique, docteur Kelly? Oui, 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 oui. Si on ne le fait pas, on va continuer dans la sédimentation d'un certain nombre de problèmes qui ne vont pas augurer voilà, du lendemain meilleur pour la Côte d'Ivoire. Quand il y a, c'est pourquoi je parle d'autopsie, quand il y a eu un problème, ce n'est pas des tentatives de la sorte qui ont manqué en Côte d'Ivoire, c'est la volonté réelle de pouvoir le faire qui a manqué. Vous prenez l'Afrique du Sud, après la longue période, et j'allais dire l'intervalle, ou bien l'intermède, quelque chose comme on veut l'appeler, de l'apartheid. Quand 1994 est arrivé, avant d'arriver à 1994, c'est-à-dire qu'il y a vu l'élection pour la première fois, ou bien la tenue d'une élection multiraciale et pluraliste qui a entraîné la victoire, ou bien qui a occasionné la victoire de l'ANC et la montée au pouvoir de Nelson Mandela et du contrôle du pouvoir politique, si vous voulez, par les Noirs aujourd'hui en Afrique du Sud, il y a eu ce que j'ai appelé la dernière fois la CODESA, c'est-à-dire la coalition pour une Afrique du Sud démocratique. Mais c'est dans ce cadre-là que beaucoup de choses ont été dites. C'est dans ce cadre-là que la commission dialogue, vérité et réconciliation, comme vous pouvez l'appeler, en Afrique du Sud, a travaillé et que les gens se sont prononcés. Les procès ont continué. Au Libéria, à mi-chemin, si vous voulez, une commission vérité et réconciliation a été mise sur pied. J'ai une collègue avec qui était ici à Philadelphie, Massa Washington, que je salue au passage, qui a travaillé dans cette commission et la commission a tiré les conclusions. Comment on en est arrivé là? Ça devrait permettre aux différents gouvernements qui ont pris le pouvoir d'utiliser donc ça comme un parchemin et de régler les problèmes qu'il faut régler. En Côte d'Ivoire, on a établi une commission, Dialogue, Vérité et Réconciliation, qui est dirigée par l'ancien Premier ministre Charles Konan Bani, avec le professeur Seri Bailly, lui aussi regretté. Mais cette commission-là a sorti un certain nombre de résolutions de son vivant, et à un de ses passages ici aux États-Unis, nous avons posé la question au professeur Seri Bailly. Il a dit, lui, en tant qu'intellectuel, en tant que professeur d'université, en tant qu'acteur politique, on leur a demandé de faire un travail et ils ont fait ce travail-là. Il appartient maintenant aux décideurs politiques ou bien au pouvoir politique d'utiliser le fruit du travail qui a été fait. Vous comprenez? Et différents ministères de réconciliation ont été mis sur pied, etc., ici et là. La volonté manifeste ayant manqué, Jacques Roger, je pense que pour que la Côte d'Ivoire, effectivement, fasse le deuil et se réinvente et se recrée à l'issue de ce qui s'est passé, il faut véritablement aller vers une justice. Alors, vers une justice, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de chercher des gens, on va encore chercher des gens pour venir les condamner? La première condamnation, c'est de dire tel a fait ceci et tel reconnaît avoir fait ceci. Quand on a fait ça, on va maintenant à une deuxième étape qui est quoi? L'étape du pardon, mais surtout l'étape de la réparation. Jacques, vous êtes d'accord avec moi que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas... Les morts, nous n'allons pas aller les réveiller, malheureusement. Mais quand des enfants ont perdu celui qui était, ou bien celle qui était, qu'on appelle ça, le rapporteur, ou bien celui qui gagnait le pain, qui donnait le pain à la famille,
Combien de personnes on a jeté dans la rue ou bien cette rébellion a contribué à jeter dans la rue? Quand vous regardez le nord de la Côte d'Ivoire, pendant plus de 10 ans de la rébellion, le système scolaire qui était là-bas, comment il a été géré? Les impôts qui ont été engrangés sur les produits agricoles, qui les a engrangés? Où est-ce que c'est passé? Il faut que la vérité soit faite sur ces choses-là pour expliquer un certain nombre de choses. Ensuite, en termes de réparation, combien de personnes aujourd'hui ont véritablement retrouvé les biens qu'ils ont perdus, surtout les biens terrestres, les biens immobiliers, ou bien le mobilier, les biens immobiliers, les voitures, ou bien même la terre que les gens ont occupée. Combien de villages ont vu leur espace, si vous voulez, chamboulé? Or, vous savez que dans les articles qu'on appelle ça de la Déclaration universelle des droits de l'homme, même changer l'écosystème dans lequel vit un peuple ou une culture revient à perpétrer un génocide culturel. Parce que le génocide, ce n'est pas simplement d'éliminer tout le monde. Le génocide, c'est aussi enlever et déraciner les gens de là où ils vivent. Tous ces déplacés qu'on a vus. Vous comprenez? Donc, nous, au Cassis, par exemple, nous le disons, c'est important d'aller. Surtout que, et je termine là-dessus, vous avez vu que en prenant le pouvoir, le régime actuel a intenté et a favorisé l'ouverture d'un procès à la haie. On dit que quand deux personnes se battent, c'est les deux côtés qu'on juge. On n'entend pas qu'un seul côté. Et ce seul côté-là a été entendu. Et on a vu que ce procès-là a abouti à une, comme j'allais dire, déculpation, ou alors même pas de reprise des peines, ou alors on a complètement abandonné ce procès et les personnes incriminées ont été remises en liberté. Docteur Reddy n'est pas pour qu'on envoie des gens à la CPI. Je pense que la justice ivoirienne, ou alors au-delà la justice africaine, une cour africaine devrait être capable peut-être de, si c'est le cas, de pouvoir le faire. Que les gens n'aient pas peur. Ce que nous avons toujours proposé, le cadre de la transition politique, si c'est fait, même ceux qui ont perpétré des actes aujourd'hui, hier, aujourd'hui, n'auraient pas peur de s'asseoir et de dire oui, voilà ce que j'ai fait. Ils ne vont pas le faire de façon arrogante. Parce que ceux qui le font de façon arrogante, en réalité, ont peur des représailles. C'est pourquoi on fait toujours bomber la poitrine pour dire, bon, je fais peur aux gens, vous ne pouvez rien me faire. Mais la réalité, c'est que les gens ont peur de ce qui pourrait arriver. On n'est jamais trop fort pour tout le temps. Donc voilà, Jacques Roger, nous sommes d'accord pour cette justice parce qu'il n'y a aucune société qui grandit dans l'injustice. Même dans le monde même des baïfouets et des zinzins ou bien des diables, ce qui est bon là, ce n'est pas bon pour eux. Ce qui est mauvais, c'est ça qui est bon. Donc, c'est lui qui pratique ce qui est bon n'est pas une bonne chose. Donc, aucune société, qu'elle soit traditionnelle, qu'elle soit moderne, contemporaine et autres, tout ça là, ne pouvant vraiment se fructifier, grandir, se développer sur des bases de l'injustice, il est bien que nous allions à une justice sur ce qui s'est passé véritablement en Côte d'Ivoire en septembre 2002 et qui a pris plus d'une décennie en Côte d'Ivoire pour aboutir. Selon vous, dans ces conditions, peut-on donc parler donc de justice sans évoquer donc les chefs politiques et les militaires donc de la rébellion, comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, hein? Déposer une Kalachnikov quelque part et puis demander à la Kalachnikov de tirer, même aujourd'hui avec AI. Il faut bien quelqu'un qui s'assoit quelque part pour appuyer un bouton. Donc, tout ce qu'on a créé, même les machettes qu'on a utilisées, c'est des hommes qui les utilisent pour aller faire quelque chose. C'est l'idéologie, c'est ce qu'il y a dans la tête. Feu, le ministre Laurent Donaf-Logo, lorsqu'il était ministre de la Jeunesse et des Sports, a dit ceci, je crois que c'était en 85, à l'occasion de l'année internationale de la jeunesse, je pense bien, ou bien de quelque chose de la paix, qui disait que si c'est dans la tête des gens que naissent les idées de guerre et de palabres, c'est dans la tête des gens qu'il faut aller justement implanter les idées de paix. Ça veut dire quoi? Ça passe par l'éducation. Ça passe par le patriotisme. Malheureusement, avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, Jacques Roger, même les groupes rebelles qui s'appelaient patriotes, tout le monde a fui aujourd'hui le concept de patriote parce qu'on a attribué de très mauvaises choses, ou bien on a associé le vocable de patriote en Côte d'Ivoire à tout ce qui pouvait rimer avec être contre la France, ou bien être contre ceci, être contre cela. Non, il faut être patriote. Quand vous parlez de Bring the Ivorian Dream Back, on va en parler peut-être tout à l'heure, c'est aussi l'effet du patriotisme. Un patriote, véritablement, ne va pas regarder son pays être détruit, ou bien ne va pas regarder un autre citoyen parce qu'ils ne sont pas de la même ethnie ou bien de la même religion, et puis le détruire. Ce n'est pas ça le patriote. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est
une mosaïque, comme on le dit, hein, pour répéter nos leçons bêtement, c'est une mosaïque de culture. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'aller avec la démocratie. Parce que moi, je suis abbé, Jacques-Roger est baoulé. Comment on appelle ça? L'ASP dont on parle est du nord de la Côte d'Ivoire. On est pluriel. Quelle est la méthode la meilleure, même dans nos cultures traditionnelles? Est-ce que quand un Baoulé traversait pour arriver dans le nord de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on le dépassait? Non. Donc, les idéologies que nous avons eues. Donc, Jacques Roger, je pense que oui, il faut le faire pour répondre à la question que vous avez posée. Et pour moi et pour nous au CACI, c'est une chose très importante et elle est primordiale. On connaît aujourd'hui donc les grands absents, Soro Guillaume, Chérif Ousmane, Ouattao et tous ces comme zones. Pourquoi l'État ivoirien n'ouvre-t-il pas, j'allais dire, docteur Eddy, un procès donc de manière complète, j'allais dire? Il faut commencer par le chef de cet État-là, le chef de ce régime-là lui-même, peut-être. Vous comprenez? Il faut peut-être commencer par le chef de ce régime lui-même. Comme on le dit, quelquefois, il y a quand même des difficultés et des choses qui sont quand même compliquées à pouvoir faire, mais ce n'est pas impossible. Si vous parlez de Ouattao, qui n'est plus de ce monde, mais toujours est-il que Ouattao peut être jugé à titre posthume. On connaît les actes qu'il a posés. Ibé n'est plus là. Zaga Zaga et autres, tout ça ne sont plus de ce monde, c'est vrai, mais il y en a qui sont encore en vie. Vous avez parlé de Soro Guillaume, qui continue de faire son mea culpa, heureusement, pour lui. Et je l'exhorte à continuer de le faire parce que la cassure sociologique que la rébellion a entraînée, dont il a revendiqué être le chef en ce moment-là, en son temps, est tellement profonde qu'il lui faut petit à petit sortir peut-être du trou là où il est. Laissons tomber tout ce qui peut appeler, bon, je peux appeler affabulation, mais laissons tomber vraiment toute langue de bois ici pour dire à chaque fois que ce frère a l'opportunité de présenter des excuses, de donner une vision claire pour la Côte d'Ivoire de demain qui oublie ou bien qui fait oublier ou bien qui fait réparer ce passé-là, qu'il le fasse. Et je pense que ce serait bon pour lui-même d'ailleurs. Parce que je vous donne un exemple. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis meurtri, mais parce que ça, c'est un peu mensonger. Mais même ces conseillers qui l'ont laissé écrire le livre, Pourquoi je suis devenu rebelle. À sa place, j'aurais dit, bon, comme je te soutiens, écrivons un livre pour dire pourquoi j'ai pris les armes ou bien pourquoi je suis devenu révolutionnaire. Parce que le thème rebelle est péjoratif. Vous comprenez? Mais bon, toutes ces choses ont été faites. Et aujourd'hui, je pense que même si ces personnes-là sont là, intenter un procès à Soro Guillaume devrait être égal à intenter un procès à Cissé Bakongo, intenter un procès à M. Alassane Draman Ouattara lui-même, sans aucun embâche, sans aucune crainte. Pourquoi? Pas simplement les deux. Je n'ai fait que donner des exemples. Je vais dire exemple. Parce que comme je l'ai dit en début d'émission, le parti qui a bénéficié des retombées de cette rébellion-là, c'est le RDR. Le financement est venu d'où? Voilà des choses qu'il faut clarifier. Aujourd'hui, on entend beaucoup de jeunes gens parler de comment Blaise Compaoré a financé, comment Kadhafi aurait financé. Ils sont allés ici, ils sont allés là. On a même entendu des gens dire, les Koné Zakaria, lors de meetings à Boaké, dire que oui, c'est tel qui nous apportait de l'argent, qui nous donnait ceci. Ils ont nommément cité des gens qui sont aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez que la justice soit parfaite, on ne juge pas un et puis on laisse l'autre. Ou alors, quand on a fini de juger un, on s'en va juger l'autre. Si vous évoquez ce Guillaume aujourd'hui, il faut évoquer ceux qui aujourd'hui tiennent les rênes de la Côte d'Ivoire. Tôt ou tard, il faut faire ce procès de la rébellion, n'est-ce pas? Oui, tôt ou tard. Tôt ou tard, il faut faire le procès. Voilà comment il faut dire ça. Tôt ou tard, nous devons faire le procès des événements qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, si on le veut, chapitre 1, de 1990 à 1995. De 1993 à 1999. Si on veut même, on revient même sur ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a eu, comme je l'ai dit, la conférence nationale pour parler de la prise de pouvoir du président Laurent Gbagbo et ce qui s'est passé entre-temps, qui a conduit à ce que j'ai appelé la rencontre des 4 grands à Yamoussoukro, et puis aussi ouvrir la période de la rébellion. En faisant toutes ces choses-là, Jacques Roger, il ne s'agit pas simplement de voir qui a pris des armes, mais il s'agit aussi de mesurer l'impact économique de la crise. Il s'agit aussi de mesurer l'impact de cette crise-là sur la création des emplois en Côte d'Ivoire, sur l'augmentation de la pauvreté en Côte d'Ivoire,
Il s'agit de la destruction des infrastructures en Côte d'Ivoire et surtout le sabotage de la cohésion nationale que la Côte d'Ivoire était en train de se construire. C'est dans cette dimension-là qu'il faut voir toutes ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, la grande méfiance qui continue d'exister entre les Ivoiriens est partie d'où? Est partie de ces éléments-là. Vous avez vu? Est partie de ces éléments-là. Donc, il y a des choses que nous ne voulons pas laisser tomber. Et ça, c'est ce que j'appelle l'école africaine de la résolution des crises. Et l'Institut de Thabo Mbeki serait vraiment bien placé pour baliser le terrain pour que nous allions dans ce sens-là. Mais si nous voulons continuer de travailler ou alors de compter sur les orientations des Occidentaux, par exemple, et notamment de la France avec les histoires de Marcus Kleber, vous avez vu que c'était en réalité, tout ça, c'était du pipeau pour arracher le pouvoir à un et le donner à l'autre et puis continuer ce qu'on est en train de faire. Voilà. Je comprends bien, docteur Eric Edi, avec tout ce qui se passe à l'approche des élections 2025. Craignez-vous que cette question soit instrumentalisée ou au contraire étouffée? Non, n'ayez pas de crainte. La question n'a jamais disparu des radars. Cette question-là, elle n'a jamais disparu des radars. Même si elle prend des formules différentes ou bien des tournures différentes aujourd'hui, la question, ce que nous sommes en train d'évoquer maintenant, ce dont nous parlons, c'est ce regard sur la cassure de 2002 jusqu'à maintenant, n'a jamais disparu des débats. Parce que vous allez voir des gens, quand ils interviennent, ils vont vous dire le régime qui est arrivé au pouvoir. Comment ce régime est arrivé au pouvoir? Donc, ça n'a jamais disparu. C'est là. Et donc, ça continue d'impacter, vous comprenez, comment on appelle ça, ce qui se passe. Et la raison aussi pour laquelle ça continue d'impacter, c'est parce que le régime qui s'est installé à partir du 11 avril 2011, à la conclusion donc de la crise post-électorale, lorsque les forces françaises ont appuyé donc les forces nouvelles pour prendre le dessus sur l'armée ivoirienne, ce régime-là, à mon sens, n'a pas véritablement travaillé pour poser les véritables jalons d'une Côte d'Ivoire réconciliée. Vous comprenez? Parce que dans ça, comme je l'ai dit, les réparations, il y a des actes qui ont été posés, mais ces actes-là, ce sont des actes que moi j'appelle des actes manipulés. Ce ne sont pas des actes délibérés et véritables pour nous conduire. Aujourd'hui, vous avez en Côte d'Ivoire plusieurs Côtes d'Ivoire. Il y en a qui pensent que la Côte d'Ivoire des ponts est la meilleure. Il y en a qui pensent que la Côte d'Ivoire des grands stades qui ont été construits pour la Coupe d'Afrique est la meilleure. Il y en a qui pensent que la Côte d'Ivoire avec les échangeurs, comment vous appelez ces trucs-là, les ponts à péage. Mais il y en a qui pensent que la Côte d'Ivoire a construit beaucoup d'universités, donc tout est en train de baigner dans l'huile, ou bien tout recommence à baigner dans l'huile. Il y en a qui pensent que oui, bon, aujourd'hui, la stabilité que nous avons est due au fait que les Ivoiriens sont réconciliés. Non, mais ça peut être dû au fait que il y a un régime totalitaire en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, est-ce que c'est pour toutes ces raisons-là aussi que nous sommes en train de regarder ce verrouillage et puis cet accaparement ou alors cette capture du pouvoir d'État auquel nous sommes en train d'assister depuis cette capture du pouvoir d'État, pardon, capture à laquelle nous sommes en train d'assister depuis un certain moment. Moi, je pense que il n'y a pas de réinvention. C'est la même chose qui se poursuit. Et ça se poursuit parce que on n'a pas fait l'autopsie, on n'a pas fait le deuil, on n'a pas créé les conditions pour que les Ivoiriens, quelle que soit leur sensibilité, puissent mettre ce chapitre-là dans leur dos et avancer. Dans ces conditions, que pensez-vous réellement, docteur Eric Edi, du silence persistant autour donc, du rôle, j'allais dire, des parents extérieurs? On a parlé, vous en avez mentionné tout à l'heure, on a parlé de Blaise Compaoré, de la France, de la Libye. L'impunité n'est-elle pas aussi diplomatique, docteur Eric Edi? Vous voyez, c'est ce que je suis en train de dire. Où se trouve Blaise Compaoré aujourd'hui? Les Ivoiriens. Non seulement il est encore d'Ivoire, mais il est devenu Ivoirien. Et je n'ai pas encore vu ça, hein, mais j'apprends qu'il est même sur la liste électorale, comparativement à d'autres Ivoiriens qui devaient y être et qui n'y sont pas. Jacques Roger, c'est tout ça là qui perpétue, vous voyez, le sentiment d'injustice et la douleur que les gens ont. Ouais. On parle de Blaise Compaoré, certainement son petit frère, je ne sais même pas comment il s'appelle encore, j'oublie son prénom, et toutes ces personnes-là qui continuent de circuler librement en Côte d'Ivoire, malgré le rôle néfaste qu'ils ont joué dans ce que nous connaissons en Côte d'Ivoire.
Vous comprenez? Alors, je pense que toutes ces personnes-là ont effectivement, j'allais dire, hein, le droit et l'obligation de passer devant le tribunal du peuple, disons-le comme ça, le tribunal du peuple, tu vois, pour non seulement reconnaître les actes qu'ils ont posés. À Burkina Faso, ça s'est un peu fait, hein. Blaise Compaoré, lorsque Damiba a pris le pouvoir, il a fait un tour pour demander pardon sur comment on appelle ça, les événements qui ont conduit à la mort de son ami Thomas Sankara. Vous comprenez? Donc, il y a la possibilité de faire toutes ces choses-là et il faut que ce soit fait et non de la manière dont, de ce que nous voyons maintenant, qui borde un peu et frise un peu, pardon, l'arrogance et qui frise un peu, si vous voulez, le je m'en foutisme. Ouais. Tant qu'on va continuer de voir que les Ivoiriens, c'est un nombre d'Ivoiriens, une grande majorité va continuer de se sentir frustrés, de se sentir écrasés et de se sentir en réalité moqués. Parce que c'est de la moquerie. C'est de la moquerie. Que Blaise Compaoré soit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qu'il soit devenu Ivoirien, il se moque non seulement des Ivoiriens, mais il se moque même du peuple qu'il a dirigé. Moi, j'ai pensé que c'était Alberto, comment il s'appelle, Fujimori seul, qui pouvait, après avoir dirigé pendant longtemps ce pays-là, fuir pour se retrouver au Japon et dire, ah non, je me rappelle maintenant que ma mère est japonaise pour fuir les sanctions dans son pays. Mais même Blaise Compaoré, aujourd'hui, se retrouve en Côte d'Ivoire où il est devenu Ivoirien. Vous comprenez? Tout ça là pour fuir la justice de son pays. Alors, c'est important que dans toute société, il y ait toujours de véritables éléments de justice pour permettre de réparer les cassures qui, à un moment donné, se sont glissées là et là. Pour parler comme Michel Gbagbo, Blaise Compaoré est électeur, Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Soro ne sont pas électeurs en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Hein, voilà. C'est ça le grand paradoxe, la grande ironie et la grande insulte qu'on peut faire aux Ivoiriens. La grande insulte qu'on peut faire aux Ivoiriens, c'est ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'à tout bout de champ, il a été clairement reconnu l'implication de Burkina Faso dans la crise ivoirienne. Il a été reconnu que Blaise Compaoré lui-même a posé des actes au Burkina Faso. Non seulement il s'agit de Sankara, mais il s'agit même aussi de lorsqu'il a manipulé la constitution de son pays pour rester au pouvoir et de tout ce qui s'en est suivi avant que lui-même ne quitte le pouvoir. On a vu toutes ces choses. Mais il arrive en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de justice même internationale pour le condamner. Aujourd'hui, Jacques Roger, des ressortissants libériens, ça et là, on entend que tel a été arrêté dans telle ville, soit à Philadelphie, soit quelque part à New Jersey, pour leur implication dans la crise libérienne et pour le fait qu'ils aient menti sur leur papier d'immigration en disant qu'ils n'étaient pas impliqués dans quelques conflits et qu'ils n'auraient pas fait ceci. On en a retrouvé beaucoup ici, comme ça. Mais si on ne le fait pas au niveau national, c'est la raison pour laquelle aussi il y a la justice internationale. Si cette justice internationale-là, elle ne vaut pas pour les Africains, il y a danger. Et ça aussi, c'est l'une des menaces pour nos pays, notamment la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui fête les 65 ans de sa fête nationale, comme je peux le dire, pour faire de la redondance, excusez-moi. Certains Ivoiriens parlent de la complicité passive de la communauté internationale. La CPI, par exemple, a jugé Laurent Gbagbo. Pourquoi aucun chef rebelle n'a-t-il pas été poursuivi à l'international, selon vous? Ben, vous avez dit le mot. Écoutez, moi, je ne suis pas Eokassi, nous ne sommes pas d'ailleurs, et on l'a dit pendant tout le temps où le procès à la CPI a débuté, et là où le président Laurent Gbagbo avait été mis, déjà même certains analystes avaient dit que la question du transfèrement du président Laurent Gbagbo à la haie ne visait qu'une seule chose, l'éloigner pendant une décennie, pendant plus de 10 ans, pour permettre à M. Alassane Ouattara sereinement de conduire la destinée de la Côte d'Ivoire aux grands souhaits des grands maîtres qui l'ont mis là, notamment la France. Mais on a vu tout au long de ce procès, il n'est inutile pour nous de revenir là-dessus, que ça ne ressemblait pas à un procès. C'était une parodie de justice. Dans quel procès, vous voyez, on dit à un procureur, les éléments que vous avez fournis là ne sont pas suffisants, donc repartez chercher encore des éléments, nous on va garder le prévenu ici. Où se trouve la présomption d'innocence? Où se trouve le fait que quand quelqu'un la charge de l'accusation ne pesait pas sur Laurent Gbagbo. La charge pesait sur celui qui l'a amené là-bas. S'il n'a pas rassemblé des preuves, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on laisse celui qui est prévenu. Donc, on a vu toutes sortes de ce qu'on peut voir
avec ce procès jusqu'à ce qu'on arrive à la marque des 10 années, effectivement, pour voir les choses se décrisper, se décanter, et puis peut-être. Même lorsque l'acquittement a été prononcé, il fallait encore attendre, faire appel, revenir, donner autorisation, et ceci, cela, on a gagné en temps. Heureusement que Dieu, qui est souverain et qui est le maître de toutes nos vies, a gardé le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en vie et bien d'autres personnes, et puis les voilà retournés en Côte d'Ivoire. Mais là encore, on a mis d'autres choses. Donc, le procès de la CPI, pour nous, n'était pas un procès. Le procès de la CPI n'était rien d'autre que la poursuite des différentes résolutions, donc des puissances occidentales, des mécanismes qu'ils ont utilisés pour évincer un régime et mettre un autre là. C'est les différents mécanismes qui ont été utilisés. À un moment donné, on a commencé avec Marcoussi Kléber. À un autre moment donné, on a vu qu'il fallait les résolutions de l'ONU. La France, chaque matin, était en train de introduire des résolutions à l'ONU contre la Côte d'Ivoire. Et quand il ne fallait pas, il fallait mettre une force militaire. Ensuite, il fallait activer cette force militaire-là. On a vu la licorne passer de licorne pour devenir force de l'ONU pour entrer en guerre en Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, on a pris le chemin de, qu'on appelle ça, de la CPI jusqu'à ce qu'on en arrive là. Tout ça, là, ce sont des subterfuges qui ont été étudiés. C'est notre lecture au Cassis et nous ne croyons pas vraiment à la justice que la CPI a donnée en Côte d'Ivoire. Alors, rapidement, on va parler donc de la guerre de 2010-2011 et la division donc du pays en nord-sud. Alors, la question, peut-on aujourd'hui dire que donc la rébellion de 2002 a préparé militairement donc la crise post-électorale de 2010? C'est une évidence, je pense. Préparer, non, mais je veux dire que ça conduit à ça. Parce qu'en 2002, quand les rebelles attaquaient, et comme nous le disons dans tout ce que nous lisons et dans toutes les analyses que nous faisons, rien ne présageait que les forces de défense et de sécurité en Côte d'Ivoire allaient résister et repousser l'attaque au petit matin du 20 septembre, donc de la nuit du 18 au 19 septembre, donc au petit matin du 19 septembre, rien ne présageait que les ABI, qui étaient le commandant du camp Agban, comme on le dit, et puis les autres de Koumassi allaient effectivement résister et repousser. Donc la question, c'était que si ce coup d'État avait réussi en ce moment-là, au moment où le président Gbagbo même n'était pas en Côte d'Ivoire, rappelez-vous, si ça avait réussi, ben, peut-être qu'on aurait pas parlé d'une crise post-électorale de 2010. Vous voyez? Donc, l'un a conduit à l'autre, mais je ne peux pas dire que l'un a préparé l'autre nécessairement. Personne ne présageait que le régime, encore une fois, allait résister et que nous arrivions à des élections. Et d'ailleurs, même quand nous sommes arrivés aux élections de 2010, combien d'Ivoiriens, même ceux les plus sceptiques, qui craignaient que ça ne débouche effectivement encore sur des violences, qui effectivement pouvaient imaginer l'ampleur de ce déraillement-là, ou bien l'ampleur de cette crise-là, pour jusqu'à même voir ouvertement l'entrée en guerre de la France. Ouais. Donc, l'un a, dans le cheminement, conduit à l'autre, c'est vrai, dans une sorte d'escalade de la violence, mais il me serait quand même difficile de dire que la rébellion de 2002 était le prélude ou bien a préparé la crise de 2010. Alors, donc l'intervention, selon vous, donc, de la France et de l'ONU était-elle une opération humanitaire ou, selon vous, un changement donc, de régime par procuration? Non, 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 c'est un changement de régime par procuration parce que les forces de l'ONU-ci, qui étaient en Côte d'Ivoire, étaient chargées de préserver la vie humaine, de s'interposer. À combien de moments vous avez vu, ou bien combien de fois vous avez vu ces forces de l'ONU-là, effectivement, s'interposer pour sauvegarder des vies humaines, surtout quand il s'agissait des patriotes? Combien de jeunes gens en Côte d'Ivoire n'ont-ils pas péri des mains de cette force licorne, d'abord, avant que cette force-là même ne passe sous le couvert et le commandement de, comment on appelle ça, de l'ONU? Combien de personnes? On a vu les événements comment on appelle ça, les événements de l'Hôtel Ivoire. On a vu aussi comment cette force française-là est intervenue pour arrêter l'opération Dignité. Déjà aux premières heures de la rébellion, lorsque le gouvernement du président Laurent Gbagbo et les forces de défense et de sécurité avaient décidé de libérer Bouaké. C'est l'intervention encore de la France. On a vu même le président et on a entendu le président Nicolas Sarkozy, aujourd'hui qui fait l'objet donc de port de bracelets partout en France, dire que nous avons sorti Gbagbo, on a mis Ouattara. Donc,
lorsque la résidence se faisait bombarder, pourquoi les forces de l'ONU, c'est la question que je me pose, n'ont pas appelé immédiatement à un cessez-le-feu pour la négociation? Mais pourtant, c'est sous le regard de cette force onusienne-là que les bombardements sont partis sur la résidence présidentielle et qui a abouti à ce que nous avons vu. Donc, voilà un peu. Les images même que nous avons vues lorsque c'est arrivé, tout cela s'est déroulé. Vous voyez bien, c'est sous la férule même d'ailleurs du commandant ou bien du général, j'oublie son nom, d'un général togolais qui a dit que les forces donc, de la CEDEAO devaient être placées et conduire donc qu'on appelle ça une guerre contre le régime en place pour déloger le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas une façon de préserver la vie. Ce n'est pas une façon de s'interposer. Ce n'est pas une façon de amener les deux parties à s'asseoir. C'était clair qu'il y avait un parti pris, il fallait évincer un régime pour en mettre un autre, il fallait faire taire les supporters d'un régime pour faire piaffer et crier les supporters d'un autre régime. C'est ce qui d'ailleurs a amené ce sentiment-là de dédain que beaucoup de personnes, et Jacques Roger, faites attention, il faut bien lier ça aussi avec ce sentiment de dédain que vous avez vu se déployer dans les autres pays limitrophes, au Burkina Faso, au Mali, contre les forces onusiennes. À partir de ce moment-là, à un moment donné, les gens ont commencé à ne plus croire. Voilà. Donc, rapidement, docteur Hegui, cette division nord-sud, hein, longtemps, j'allais dire niée, est-elle aujourd'hui encore une réalité silencieuse dans l'armée, la fonction publique et même les concours? Voilà ce que je veux dire. De façon très, 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 très subtile, en faisant vraiment beaucoup attention. Est-ce que nous avons envie d'utiliser le langage, j'allais dire, le discours occidental, les paradigmes occidentaux qui ont été appliqués à la situation en Côte d'Ivoire? Parce que vous vous rappelez, aux heures de cette grave crise que la Côte d'Ivoire a connue, on a entendu sur RFI, TV5 et autres, tout ça. Oh non, c'est une crise entre le Nord et le Sud. C'est une crise entre un Nord musulman et un Sud chrétien. On a dit toutes ces choses. Est-ce que nous voulons utiliser ces paradigmes-là? Moi, je ne voudrais pas les utiliser. Je ne voudrais pas utiliser ces paradigmes-là pour ne pas perpétuer ce qui s'est dit et pour ne pas continuer d'applaudir peut-être, j'allais dire, les mauvaises pensées et les mauvaises manières de voir des choses. Parce qu'en fin de compte, quand vous les acculez, même le RDR, par exemple, ils vous diront qu'ils sont un parti national. Ils vous diront qu'ils sont un parti national. Et on entend quelqu'un comme Madou Touré le dire. Alors, ce que je propose, les Ivoiriens, ah non, avant que je ne propose ça même, est-ce que ça veut dire que les sentiments d'appartenance à des groupes ethniques par rapport à d'autres n'interviennent pas dans comment les Ivoiriens se regardent aujourd'hui? Si je réponds non à cette question, je me porterai vraiment en porte-à-faux ou alors je serai vraiment hypocrite vis-à-vis de vous. Parce que déjà, même au début des années 60, c'est le sociologue, je pense, Immanuel Wallenstein, qui écrivait que l'une des meilleures caractéristiques de la politique en Afrique de l'Ouest, c'est l'intervention et c'est l'emprise des groupes ethniques. Et quand on visite les écrits de Jean-François Amondabi, etc., et autres, tout ça là, sur en tout cas l'histoire politique et l'évolution de la politique en Côte d'Ivoire, vous verrez que le groupe, même pendant la période du parti unique, les groupes ethniques se sont appuyés, ont été vraiment très, 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 très des éléments catalyseurs ou bien des éléments très importants dans cette zone politique-là. Nonobstant ce fait-là, la diversité culturelle que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui ne devrait pas être un passif ou bien un problème, c'est plutôt une force que nous avons. On s'appelle francophone. Et quand on franchit l'autre frontière Est, on dit que ceux qui sont là-bas sont anglophones. Or, pourtant, Jacques Roger, vous qui êtes un Baoulé, vous savez bien que le groupe ethnique auquel vous appartenez a des liens séculaires très étroits avec le royaume des Ashanti. Et que même les autres groupes Akan que vous avez comme les Abés qui sont supposés plus proches des autres comme les Gans, alors qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas s'appeler peut-être Ashanti, mais on s'appelle francophone et anglophone? Donc, en utilisant ça pour ne pas trop m'écarter, je veux dire que il y a aujourd'hui beaucoup de clivages en Côte d'Ivoire. Mais je voudrais appeler
les intellectuels ivoiriens, les sociologues, les philosophes, les hommes politiques, il nous appartient, je le pense, de créer nos termes qui ne soient pas les termes chargés comme ceux que l'Occident a créés, par exemple, pour parler de la crise ivoirienne. Je vous donne un autre exemple très rapidement. Au Cameroun, dans la crise, on parle, oui, le Cameroun anglophone et puis le Cameroun est francophone. Ça veut dire quoi? C'est les mêmes clivages là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de clivages qui tournent autour d'un certain nombre de choses, mais ces clivages-là, non seulement, quand bien même, sont réels, subtils et insidieux, il nous appartient de les regarder d'une autre manière. Et la autre manière que je propose est celle-ci. Docteur Yuki, c'est encore subtil dans la mesure où on parle de rattrapage, on parle de e-employment RHTP. Alors, c'est plus subtil, docteur, et c'est visible. Oui, c'est subtil, je vais vous dire pourquoi. C'est subtil, et c'est pourquoi j'ai dit c'est subtil, insidieux, et je suis d'accord avec vous, mais c'est perceptible. C'est perceptible. C'est subtil parce qu'aujourd'hui, ce régime qui est au pouvoir a pris la peine, ou bien prend la peine d'incorporer dans son sein ceux que, par exemple, vous allez traiter qui ne sont pas du Nord, hein, si on veut utiliser ça entre griffes. Quand vous regardez le gouvernement qu'ils composent, quand vous regardez, selon eux, l'assise nationale qu'ils disent qu'ils ont, vous voyez, et vous diront que oui, on a tel, on a ceci, on a ceci, on a cela. Quand vous ne voulez pas grandement les yeux, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Vous comprenez? Mais si nous abordons ces questions-là du point de vue de l'éthique du travail, quand on parle des fonctionnaires ou bien des enseignants qui ont des difficultés dans les coins les plus reculés de la Côte d'Ivoire, il ne s'agit pas simplement des gens qui ne sont pas d'obédience ou bien d'acquaintance avec ceux du RDR. Il s'agit de tous ceux qui sont dans ce corps-là. Donc, je veux dire qu'il y a des points d'entrée que nous pouvons effectivement utiliser pour régler ces problèmes-là et briser les clivages et faire en sorte que, encore une fois, notre diversité culturelle, notre diversité ethnique-là ne soit pas un problème, mais plutôt une force pour nous. Alors, rapide, je sais que vous avez beaucoup à dire, on n'a plus de temps et vous avez un autre rendez-vous tout à l'heure. Je vous en prie. Le pays, est-ce qu'on peut dire, est-il encore en guerre, mais sous une autre forme, à votre avis? Oui, 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 oui. Là, je vais prendre peut-être la citation de Gilpin, j'ai oublié son prénom, mais qui avait travaillé dans le temps à l'Institut de paix des États-Unis, avec qui j'étais dans un certain nombre de conférences. Vous voyez que dans la question de résolution des crises, faire taire les armes ne suffit pas. Parce que la crise, elle est économique. La crise, elle est une crise du travail. La crise, elle est culturelle. La crise, elle est sociologique. La crise, c'est une crise des rapports que les gens ont. Donc, il y a vraiment une panoplie d'indicateurs sur lesquels il faut travailler. Or, cette panoplie d'indicateurs sur lesquels il faut travailler sont aussi la manifestation donc, de cette crise-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas dire que la Côte d'Ivoire est coupée en deux. Mais dans nos rapports, vous venez de le dire tout à l'heure, quand vous évoquez le nord et le sud, sans évoquer l'Est et l'Ouest. Et toujours, c'est le Nord et le Sud, alors qu'il y a l'Est et il y a l'Ouest. Right? Et même, il y a le centre. Ouais, le Nord, c'est-à-dire, c'est le Nord. C'est comme, je suis d'accord avec vous. Je comprends d'où vous venez. C'est pourquoi je dis que peut-être qu'il nous faut réinventer nous-mêmes aussi la manière dont nous lisons, nous faisons la lecture de la crise ivoirienne. Parce que cette lecture-là, elle vient directement des officines de RFI et puis du monde occidental. Même bref, je vous comprends. Voilà. la crise aujourd'hui en Côte d'Ivoire, elle est laquelle? Elle est la crise du chômage. Elle est la crise du favoritisme. Tout à l'heure, vous venez de dire qu'on a créé, ce régime-là a créé un site de e-employment qui n'est dirigé que. Et quelquefois, même, on voit des emails circuler. Là, je vais les mettre en griffe. Hein. Je ne vais pas trop citer les mettre en griffe parce que je n'ai pas eu le temps de vérifier ça dans ma statue pour ne pas dire des bêtises. Mais vous voyez un email circuler avec des noms de personnes qui, dit-on, sont admises à un concours. Et le nom du premier jusqu'à la fin, ce sont des noms de consonances que vous connaissez. Il y a problème. Il y a problème. Quand, voilà, donc voilà toute une partie. Aujourd'hui, la crise, les armes ne sont pas en train de décrépiter. C'est vrai.
Mais lorsque on empêche des citoyens de s'exprimer, la dernière fois, vous disiez que Maître Blessy Christosome a dit que la liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire, mais c'est la liberté après l'expression qui n'existe pas. Faisons attention, Maître Blessy est en train d'ironiser pour dire que la liberté d'expression n'existe pas en Côte d'Ivoire. Parce que la liberté d'expression, c'est d'abord avant l'expression, c'est-à-dire la réflexion. Et après. Pendant l'expression, lorsque c'est dit, et après l'expression. Est-ce que ça veut dire que c'est la porte ouverte au libertinage? Non. Mais ça veut dire que les gens doivent être libres de s'exprimer et on analyse ce qu'ils ont dit. Tant que ça ne pose pas un problème réel au pays, on laisse tomber. Il y a cet aspect de la crise. Il y a l'aspect de la crise économique. Quand on parle de la paupérisation des couches, on parle, le régime peut venir au pouvoir toujours avec des thèmes vraiment laudateurs pour dire oui, le taux de chômage est à tel pourcentage. On voit ce qui se passe aujourd'hui, on voit la dépravation des mœurs, on voit ce qui se passe aujourd'hui dans la société ivoirienne, qui n'est rien d'autre que le reflet de la pauvreté. Ça aussi, c'est une dimension de la crise. Et quand on n'a pas réglé des problèmes de pauvreté, on n'a pas réglé les problèmes de chauffage, quand les jeunes n'ont pas des opportunités, ça crée quoi? Soit l'exil, ou bien on est en train de créer encore aussi. On a parlé des jeunes en conflit avec la loi. Vous vous rappelez, celui qui a utilisé ce terme n'est plus de ce monde, Ahmed Bakayoko, pour parler des jeunes microbes. Qu'est-ce qu'on a fait de ces jeunes-là? Mais on a créé une race de bandits. Mais les bandits, quand ils n'ont rien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher leur argent dans la poche des gens et de la manière dont on connaît. Vous voyez? Donc, oui, Jacques Roger, les armes peuvent s'être tuées en Côte d'Ivoire, mais la crise a pris toute une autre dimension. Elle est à la fois économique, elle est à la fois une crise du travail, elle est à la fois une crise donc de la pauvreté, etc., etc. Elle est la crise aussi de la corruption, hein, qui est très grandissante en Côte d'Ivoire, malheureusement. Alors, donc, pour conclure avec ce chapitre, donc, on ne peut pas parler donc de paix si le passé n'a pas encore été juridiquement et politiquement tranché. C'est bien ça. Il faut avoir peur de la paix éphémère. Il faut avoir peur de cette paix qui est en réalité un moment d'accalmie à cause de la force de quelqu'un et non du fait que tout le monde est d'accord qu'on ait la paix. Jacques Roger, si vous rentrez chez moi et que vous arrivez à me mettre au pas, moi et ma famille, donc on est là. Les voisins ne vont pas entendre de bruit, on dit tout va bien là-bas. Mais c'est parce que je ne peux pas réagir. Mais entre-temps, je cherche les moyens de réagir. Et lorsque j'aurai eu les moyens de réagir, il y aura le grabuge. Or, si véritablement nous asseyons, nous discutons, cette paix-là, elle serait plus durable que la paix éphémère qui existe présentement. C'est la raison pour laquelle les gens ont peur. Il ne faut pas minimiser le fait qu'aujourd'hui, des Ivoiriens aient peur parce qu'il y a des élections qui arrivent. S'il y avait véritablement une paix, les gens se sentiraient, diront, la crise là, même s'il y a des échauffourées pendant cette élection qui arrive là, c'est pas à cause de ça que moi je vais ramasser toute ma famille pour aller en exil, comme on entend beaucoup le dire. Mais c'est parce qu'il n'y a pas cette paix là. Combien de personnes sont parties en exil au Ghana à l'occasion de l'élection qui a eu lieu là-bas? Combien de personnes vont aller en exil du Bénin à l'occasion des élections qui vont avoir lieu là-bas? Non, c'est parce que ces pays-là, depuis 1990, ont essayé de bâtir de nouvelles cultures démocratiques qui font que quand il y a des élections, c'est vrai, il va y avoir des échauffourées, mais les gens se disent, no, we're going to make it. All is going to be fine. D'accord, great. Donc, le Bénin donne l'exemple, le Ghana a donné l'exemple, le Sénégal, un temps soit peu, donne l'exemple, et bien d'autres pays, ils Maurice et tout ça, sont donné l'exemple. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne suivirait pas ça? Alors, rapidement, on va parler donc des conséquences de tout ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui. On parle d'une démocratie donc piégée. Et vous l'avez dit tout à l'heure, l'absence donc d'aller de petits bambans ne veut pas dire que nous sommes en paix, c'est clair. Donc, est-ce qu'on peut souvent, peut-on d'accord, on dit souvent que donc le régime actuel est héritier, j'allais dire, donc d'une crise donc de pouvoir par la force. Est-ce votre analyse? C'est mon analyse. Pourquoi? Ce régime est arrivé et s'est fait d'abord ce régime-là par son leader s'est vu impliqué dans un certain nombre de déstabilisations de la Côte d'Ivoire. Et cet exemple en a donné. Je vous ai rappelé le fait que déjà en 1993, à la mort du président Faure-Gbagny, il y a eu une tentative de coup d'État. L'auteur de cette tentative-là, ou bien les auteurs, incluent celui qui est à la tête du régime au pouvoir en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ensuite, ce régime-là lui-même a bénéficié des affres de cette rébellion, comme on a dit. Et il y a eu la crise de 2010 après les élections donc d'octobre 2010. Ce régime-là est arrivé
après ces élections, mais aussi après la guerre qui a eu lieu dans laquelle la France est intervenue. Ce régime-là, il y a un monsieur qui s'appelle Sarkozy, pardon, français, qui dit que c'est lui qui a ordonné aux troupes françaises de faire sortir un et de faire entrer celui-là. Quand on a fini d'établir toutes ces choses-là, vous comprenez pourquoi je suis d'accord avec ce que vous avez dit et vous comprenez pourquoi je suis d'accord. Encore une fois, c'est parce que ce régime-là a utilisé tous les subterfuges, mais surtout la force. C'est souvent excessive, souvent non constitutionnelle, souvent donc anticonstitutionnelle pour se maintenir au pouvoir. D'accord. Quand encore une, voilà, bon, pour ne pas, on a déjà donné des exemples de la sorte, mais je crois que Ouais. On va aller c'est véritablement ça. emploi du temps rapidement très chargé, docteur Ekedi. Hein. Alors, est-ce combien de temps vous pouvez encore nous accorder rapidement? Allons-y, 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 allons-y. Alors, je vous laisse terminer. Alors terminez votre pensée. Rapide. Voilà, donc je disais que vous avez donc ces éléments-là qui prouvent et qui, pour moi, sont les faits sur lesquels je m'appuie pour dire que ce régime-là, effectivement, est issu donc d'une force, j'allais dire, non constitutionnelle et qui utilise aussi des artifices et des subterfuges non constitutionnels pour se maintenir au pouvoir. Je vous laisse la parole. La question que je vais vous poser, docteur Ekedi, hein, pourquoi donc les Ivoiriens ont-ils perdu confiance donc, dans leur justice? On parle de la crise du Conseil constitutionnel, les radiations massives, des décisions, j'allais dire, sélectives, docteur Ekedi. Ben, c'est le résultat, et là je ne vais pas attribuer ça seulement à la seule période hein, de ce régime qui est au pouvoir. En début d'émission, quand j'ai parlé d'une nation ivoirienne qui devrait être en train de se consolider, c'est un peu tous ces éléments-là que je voulais mettre en place. La crise que les Ivoiriens ont, ou bien la crise de confiance que les Ivoiriens et les Ivoiriennes ont aujourd'hui envers les institutions judiciaires ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a longtemps qu'on entend dire, oh, bon, de toute façon, ce problème-là, tu vas à la justice, ça ne va rien produire. C'est qui est plus fort, qui peut soudoyer ceci, qui peut soudoyer, ou bien corrompre les avocats, ou bien les juges, etc., etc. C'est ce qui va passer. Donc, vous voyez que Jacques Roger, on n'a pas pris le temps. Même, laissons tomber peut-être l'appareil judiciaire en tant que tel avec les juges et les avocats, mais l'appareil judiciaire, c'est aussi la police. L'appareil judiciaire, c'est la gendarmerie. L'appareil judiciaire, c'est parce que c'est tous ces éléments-là qui concourent au maintien de la stabilité, de la paix et qui devraient le faire. Mais que font les policiers sur les routes? Est-ce que vous pensez, Jacques Roger, que quelqu'un, une femme qui vend au marché, peut avoir un problème, dit-on entre griffes, avec un coup de trou, pour utiliser ces termes-là? Ils vont à la justice. Est-ce que cette femme-là pourra gagner? Est-ce que quelqu'un qui aujourd'hui a des problèmes, malheureusement, avec un Libanais, quelle est la marge de manœuvre qu'ils ont? Qu'est-ce que les couches paupérisées ou bien les personnes, les familles appauvries là, pourront faire quand on sait que d'abord une procédure judiciaire peut durer de nombreuses années? Il faut engranger quoi on appelle ça, beaucoup d'argent. Combien de temps? Il n'y a pas longtemps, on parle de l'affaire Koumé Bakari ou bien de l'affaire même des terres. Extrapolons pour laisser tomber Koumé Bakari et parlons de tous ceux qui ont perdu des terres ou bien les propriétés terriennes dans des conditions bizarres. Où en sommes-nous avec les dossiers? Que ce soit même des artistes chanteurs comme Yodé et autres, tout ça là, qui s'expriment, celui qui est fort va gagner. C'est ce que le pays a été. Et c'est la raison pour laquelle il nous fallait un régime qui marche résolument et implante ou bien jette les jalons d'un système politique, économique et social résolument démocratique pour permettre même à ceux qui sont les plus pauvres d'obtenir justice quand il le faut. Donc, c'est le cheminement de tout ça là qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez même un régime qui arrive et qui installe le totalitarisme, bien entendu, le sentiment le manque de confiance qu'on peut avoir à l'institution judiciaire va s'agrandir et il s'est agrandi jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on a vu comment la justice a été utilisée. Même la CPI, comme vous l'avez dit. À un moment donné, on a dit non, nos institutions n'existaient plus, donc il fallait ramener cela à la CPI pour aller les juger. On a vu que la CPI elle-même s'est avérée être une grosse anarque. Qu'est-ce que vous voulez? Exactement. Alors, je connais déjà votre position sur le quatrième mandat, mais est-ce qu'on peut dire le quatrième mandat de M. Ouattara est-il la continuité d'un système politique bâti sur, j'allais dire, des exceptions constitutionnelles et des rapports donc, de force?
Oui, 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 effectivement et simplement, et on ne va même pas traîner là-dessus. J'ai dit qu'il y a plusieurs façons de prendre, de s'accaparer et de se maintenir au pouvoir. Il y a eu la tentative de coup d'État, que ce soit institutionnel ou bien, etc. Mais il y a eu aussi ce que nous sommes en train de voir là, les manipulations des constitutions qui n'ont pas lieu simplement en Côte d'Ivoire, mais un peu partout. C'est aussi ce que les gens appellent de façon propre une capture de l'État, mais ce sont des coups d'État. Ce sont des violations constitutionnelles aussi. Vous voyez, quand on prend une loi pour se servir soi-même et on viole l'esprit, dans la lettre, la volonté des Ivoiriens. Quelle a été la volonté des Ivoiriens très rapidement? À partir de 1990, les Ivoiriens ont dit organiser des élections avec le ministère de l'Intérieur, c'est comme si on faisait la part belle au gouvernement qui est en place. Il faut mettre une commission qui va être indépendante. On a échoué sur ce plan-là. Deuxièmement, il faut faire en sorte que le mandat présidentiel là soit limité pour ne plus connaître des présidents à vie, comme on a eu le cas avec le président Houphouët-Boigny et bien d'autres chefs d'État. On a dit, on est d'accord là-dessus. C'est la volonté exprimée des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Ça aussi, on est en train de violer ça. Combien de fois jusqu'à aujourd'hui on a respecté? Nous sommes le seul pays en Afrique de l'Ouest aujourd'hui qui s'appelle le pays 4 grands, qui n'a pas encore vu une véritable et pacifique passation de pouvoir entre un leader sortant et un leader qui arrive. Donc, Et on s'appelle démocratie. dans ces conditions, est-ce que, docteur Ekedi, l'alternance démocratique en 2025 est-elle encore possible? Non, 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 non. Ne parlons même pas encore de ça. Le fait même déjà que vous ayez un monsieur comme Alassane Draman Ouattara qui dit qu'il se présente à une élection, je ne dis pas que d'obédience, d'ores et déjà, il gagne. Mais quand on parle d'alternance là, c'est toute une machine, c'est-à-dire avant, pendant et après. Si par inadvertance, ou bien par erreur, par mégarde, ou bien par quoi que ce soit, ou bien par un coup de bâton abracadabra et tout ça, il se trouve qu'à l'arrivée, ce n'est pas M. Alassane Draman Ouattara qui va diriger la Côte d'Ivoire à partir de 2025. Ce qui est d'ailleurs un souhait. Ce qui est d'ailleurs un souhait. Ça ne s'appelle pas, je ne sais pas comment je vais appeler ça, ça s'appelle peut-être une alternative, mais je ne sais pas si je vais l'appeler une alternance. Parce que l'alternance commence d'abord par le respect des dispositions constitutionnelles. Si on avait respecté ça, la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui là en train d'entamer une période d'alternance, d'alternance, d'alternance jusqu'à aboutir. Et même celui qui prendra le pouvoir, l'alternance ne s'arrête pas là. La manière de diriger doit aussi changer pour le bien-être des populations. C'est tous ces éléments-là que nous devons prendre en compte. C'est pourquoi je dis que nous devons être dans la position où les paradigmes d'analyse de notre système politique-là, on commence par les réinventer nous-mêmes du point de vue des Africains et non de suivre les autres. On a dit oui, une élection elle est démocratique, donc c'est bon la démocratie en Côte d'Ivoire, mais c'est faux. La démocratie, c'est 365 jours sur 365 jours. Ce n'est pas simplement le fait d'aller jeter un bulletin de vote, mais c'est aussi que le matin, quelqu'un parle, on ne lui apporte pas la police, ou bien que des gens s'apprêtent à aller faire une manifestation, annoncent qu'ils vont marcher, et puis dans la nuit, il y a des échauffourées, on attrape des gens, on dit, oui, ils sont passés aux aveux. Tout ça là se fait de façon opaque, bizarre. C'est aussi facile de prendre des gens qui sont pauvres et puis leur donner l'argent, dire on va faire ceci. C'est tout. C'est un désordre en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, Voilà. enfin. Alors, tout à l'heure, nous sommes à la fin de notre émission. Le titre de notre émission, c'est de Bring the Ivorian Dream Back Again. Ce qui veut dire peut-être le dream a peut-être existé. Je vais voir le point de vue du docteur Ekedi aujourd'hui. Mais la question, peut-on encore faire renaître, j'allais dire, un rêve ivoirien sur donc des cendres de la rébellion? Première chose que je voulais dire sur cette expression, Jacques Roger, et à l'ensemble de tous nos auditeurs et auditrices, c'est que, un, faisons en sorte dans le contexte présent de ne pas avoir une expression ou bien un acronyme, hein, quelque chose comme ça, qui ressemble un peu à ce que nous sommes en train de voir dans le pays où nous sommes. Faisons attention à ça. OK? Maintenant, si c'est fait de façon authentique, oui, la Côte d'Ivoire, c'est un rêve. Oh oui, la Côte d'Ivoire, c'est un rêve. La Côte d'Ivoire a toujours été un rêve. C'est parce que la Côte d'Ivoire est un rêve que la Côte d'Ivoire continue d'attirer toutes ces populations, des pays limitrophes, nos frères et sœurs qui arrivent, soit pour y chercher du travail, pour aller à l'école, pour même se soigner. La Côte d'Ivoire est un rêve. Et si la Côte d'Ivoire n'était pas un rêve, il fallait en faire un rêve. Parce que si la Côte d'Ivoire n'est pas un rêve, tous les jeunes Ivoiriens vont sortir de la Côte d'Ivoire. Tout le monde va sortir. Or, le rôle d'un gouvernement, c'est de susciter quoi? L'espoir.
Or, l'espoir, c'est le rêve. Ça, c'est Julius Nyerere qui le disait. L'effort principal d'un gouvernement, c'est de susciter l'espoir, de faire en sorte que tous les enfants qui naissent, qui sont allés, aujourd'hui, qui sont en train de chanter l'hymne national, quand ils chantent l'hymne national, qu'ils voient un avenir qui va se dessiner devant eux. C'est ça le rêve. Et la Côte d'Ivoire l'a été. On dit la Côte d'Ivoire était une oasis de paix dans un machin. Tout ça, là, la Côte d'Ivoire était une terre de paix. Le cacao a donné le rêve que oui, demain, ce sera bien. La narcade, la terre que nous avons, les ressources minérales, les ressources naturelles que nous avons, tout, la Côte d'Ivoire, effectivement. Maintenant, ce rêve-là, c'était aussi le rêve de la stabilité. Combien de pays autour de nous, jusqu'en 1999, avaient connu des coups d'État? Il ne restait que 2 pays dans l'Afrique de l'Ouest. Je pense bien. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui n'avaient pas connu de coups. Et nous, on a préféré aller boire dans le même gobelet que le Libéria et même d'autres choses. Et puis, on s'est retrouvé là où on s'est retrouvé. Mais pire que de se retrouver là-bas, on s'est même enfoncé. Vous comprenez? Donc, yes, it is possible, permettez-moi ou bien excusez-moi de faire du franglais, il est véritablement possible de ramener ce rêve ivoirien et puis de le redéfinir pour ne pas qu'il soit le rêve d'hier, mais qu'il soit un rêve qui transcende là où nous sommes ou bien là où nous étions qui nous a amenés dans la cassure. Un rêve où les clivages ethniques, là, on arrive à les dépasser comme c'était avant. Parce que Jacques Roger, il y a des alliances ethniques. Hein. Les Abès sont tout près de ceci. Les Maouka, les Koyaka et les Maouka, je ne sais pas quoi, comment ils font leurs alliances là-bas, mais il y a toutes sortes d'alliances. Ça permet de faire quoi? Ça permet de garder la sérénité, la stabilité dans ces différentes sociétés-là. Donc, ça a de la valeur. Il faut qu'on revienne véritablement à ces choses-là. Effectivement, ce n'est pas mauvais de dire de ramener le rêve ivoirien. Que ce ne soit pas le rêve des armes, ou bien le rêve de 4e mandat, ou bien le rêve de voir Ouattara poursuivre même peut-être un 5e mandat, si Dieu, on ne sait jamais, si Dieu lui accorde encore longue vie pour faire comme un billard pour que, oui, ces ministres soient en train d'être contents parce que, oui, notre papa est là. Ce n'est pas ce rêve-là que nous voulons. Nous voulons le rêve ou des jeunes. Voilà, Jacques Roger. Merci beaucoup, docteur Ekedi. Alors, ce qu'on fera, l'émission qu'on avait prévue peut-être demain, on va reporter peut-être la semaine prochaine. Et au besoin, docteur Ekedi, avec vos calendriers, on va essayer de voir si on peut vous avoir régulièrement les jeudis, peut-être, même si ce n'est pas tous les jeudis, au moins un jeudi sur 2, pour essayer donc de parler donc de l'actualité ivoirienne et surtout la position, bien j'allais dire, la position du CACI par rapport aux différents donc, événements avec votre permission. Donc, rapidement, docteur Ekedi, votre mot de fin ou bien mot d'espoir? Merci Jacques Roger. Aujourd'hui, c'est la fête nationale. C'est comme ça que moi, je l'appelle pour ne pas utiliser le terme de fête d'indépendance, même si c'est à cela que nous voulons faire allusion. Je préfère l'appeler une fête nationale, la fête qui rassemble tous ceux qui se reconnaissent dans ce territoire qu'on appelle la Côte d'Ivoire, qu'ils soient ivoiriens de nationalité ou non ivoiriens, hein, parce qu'ils vivent en Côte d'Ivoire, ils bénéficient des ressources et ils doivent aussi contribuer à l'essor donc de ce pays-là. Donc, bonne fête nationale à tout le monde, à ceux qui sont dans la diaspora, en Amérique du Nord, aux États-Unis, Canada et en Europe. Vous aussi, bonne fête donc nationale. Et puis, faisons en sorte, malgré la diversité pardon, politique ou bien les clivages que nous avons, faisons en sorte de raviver l'instinct du patriotisme en nous. Je pense que c'est l'une des alternatives les meilleures que nous avons pour reconstruire notre pays. À ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, je continue de les appeler à la raison. Je ne sais pas comment est-ce que ça peut se faire, mais l'idée d'un 4e mandat n'est pas avenant. L'idée d'un 4e mandat n'est pas une bonne chose. L'idée d'un 4e mandat va sédimenter ce que les Ivoiriens n'ont jamais voulu. Faisons en sorte que nous ayons en Côte d'Ivoire des régimes qui ne se pérennisent pas et qui ne se pérennisent pas dans le totalitarisme. À ceux qui sont dans l'opposition, vigilance, et puis travaillons de façon un peu plus soudée et subtile pour arriver à mettre la pression nécessaire sur ce régime-là et surtout le faire reculer. C'est à ce seul prix-là que nous pouvons arriver là où nous pouvons être. Et puis à la communauté dite internationale, on veut encore une fois leur demander d'ouvrir grandement les oreilles. Les Ivoiriens n'attendent pas et n'attendent plus, ne devraient plus attendre des Perdiens, mais les Ivoiriens veulent se faire entendre de façon souveraine. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire à tous nos amis
qui nous accompagnent, merci de le faire. À tous, comme on appelle ça, les opérateurs économiques en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, en tout cas, merci. Et aux jeunes entrepreneurs ivoiriens, qu'ils soient des hommes et des femmes, il faut continuer de se battre parce que à un moment donné, il faut que nous arrivions à renverser la donne, à faire en sorte que, comme dans les pays au Nigeria, comme au Nigeria, notre petite et moyenne entreprise, les entrepreneurs locaux et ivoiriens soient en tout cas dans les secteurs clés de la production et de l'activité économique. Jacques, voilà un peu ce que je voulais dire en cette journée commémorative de la fête nationale pour la Côte d'Ivoire, 7 août 2025 depuis 7 août 1960. Et je vous dis merci pour l'opportunité. Et puis d'ailleurs, je vous donne mon accord de principe, l'accord de principe du CACI sur la tenue d'une émission de façon hebdomadaire. Merci beaucoup, docteur Ekedi. C'est avec plaisir et toujours. Voilà. Merci, docteur Ekedi. Et surtout, portez-vous bien et au Je vous en revoir. prie. Voilà. Alors, pour nos émetteurs, chers auditeurs, hein, voilà, ce soir, nous avons donc replongé donc dans l'histoire douloureuse, mais nécessaire pour notre pays. 2002 n'est pas donc une simple date. C'est donc une fracture, un cri, une caricature encore ouverte. La rébellion n'a jamais été donc jugée. Les responsabilités n'ont jamais été donc clarifiées. Et pendant ce temps, notre démocratie avance à reculons, piégée entre l'oubli volontaire et l'instrumentalisation donc de la mémoire. À l'aube donc de 2025, ladies and gentlemen, alors que la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre donc une nouvelle épreuve électorale, il est donc urgent, chers amis, donc de dire donc les choses, d'ouvrir donc les dossiers et de sortir donc du déni. Car il n'y aura pas donc de paix durable sans vérité. Il n'y aura pas donc de démocratie sincère sans justice. Et il n'y aura pas donc d'avenir possible si nous restons otages de notre passé. Merci, merci donc à notre invité, docteur Eric Eddy, donc pour ces éclairages lucides et courageux. Quant à vous, je vous dis donc merci. Ça a été très difficile donc de couvrir donc cette émission live aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi nous avons eu quelques difficultés, mais ceux qui n'ont pas plus de l'émission, dans quelques petites minutes, vous allez donc avoir donc la répétition donc sur Facebook. Portez-vous bien. Je profite encore pour dire un grand bonjour ou bien bonsoir, je ne sais pas où se trouve, à mes fidèles auditeurs, donc Madame Eugénie Baudon, à qui nous disons donc bonjour et bonsoir où se trouve. Madame Eleonore, donc Kofi, bonjour et bonsoir. Et c'est toujours avec plaisir que nous voyons donc online. Au revoir et à très bientôt. Hein. Je dirais goodbye, ladies and gentlemen, and bye bye. Voilà. Merci beaucoup et au revoir.